la fabrication des bombes nucléaires dans le monde. Et le Niger qui a décidé cela est en train de donner le temps sur le marché de l'uranium. Oui. En plus, la construction de deux usines, deux grandes raffineries d'or, l'une à Ouagadougou, l'autre à Bamako, va nécessairement affecter également dans les années à venir le cours de l'or. En plus, la capacité de la raffinerie du Mali inquiète fortement les producteurs français, inquiète fortement les autorités françaises, ainsi que celle des larbins de la CEDEAO. Pourquoi? Parce que au Mali, on aura 200 tonnes d'or qui seront raffinées. Et pourquoi nous disons 200? Souvenez-vous du projet de Muammar Kadhafi. C'était simplement avec 180 tonnes d'or qu'on pouvait avoir une monnaie africaine. Donc, ici au Niger, la capacité de production va monter au-dessus de 180 tonnes. On sera dans les 200 tonnes. Et du côté du Burkina Faso, c'est 150 tonnes de production annuelle qui pourront être réalisées. Ça veut dire que les deux pays sont capables d'afficher les réserves qui couvrent les besoins des pays africains pour la création, pour battre une monnaie africaine. Alors Paris a peur oui, que derrière le projet de raffinerie, derrière les secousses qui commencent à faire vibrer le marché international de l'uranium, se cache l'embryon d'une monnaie. Et donc, la mission... Mais ce ne serait que normal, au vu quand même de toutes les sanctions qui ont été infligées à ces pays. Il faut bien trouver une piste de sortie. Vous savez quelle est l'approche que nous avons toujours eue? Les sanctions, c'est du bluff. Oui. C'est-à-dire, vous avez généralement l'ancien riche du village qui arrive à une fête et il voit que les gens ont pris conscience des potentialités économiques dont ils sont porteurs, et ces gens commencent à agir dans le sens de leur émancipation, de leur progrès, pour encore donner l'impression d'exister ou bien d'être celui qu'on connaissait. Il commence à claquer quelques dépenses de manière somptuaire, non pas parce qu'il est toujours assez performant sur le plan économique, mais parce qu'il veut garder une image. Le bluff de l'embargo ou bien des sanctions économiques, c'est cela. C'est donner l'impression d'être toujours les pièces importantes, les pièces maîtresses du jeu économique dans certaines zones. Or, on a vu que le Burkina, le Mali, le Niger aujourd'hui s'en sortent très bien, indépendamment de ces sanctions, s'en sortent très bien et n'ont même pas ressenti le coût de ces sanctions. Plutôt, leur performance économique s'améliore. Donc, les sanctions sont tout à fait nulles sur l'économie de ces pays-là et montrent l'inefficacité même des organisations qui portent ces sanctions contre ces pays. Maintenant, on passe à un autre niveau. Lequel? La monnaie. Et la question de la monnaie touche directement Paris. Ça touche directement Paris. Vous savez, c'est certainement lorsqu'on aura une monnaie purement africaine, lorsqu'on va sortir du franc CFA, lorsque ces trois pays vont sortir du franc CFA. Notez que déjà à ce niveau, Paris est sous contrôle judiciaire. La gabégie financière en France commence déjà à apparaître au grand jour. Les instances internationales se rendent compte que la France, c'est la malgouvernance systématique. Donc, dès qu'on aura la monnaie, on ne va plus parler de malgouvernance simplement. On va rentrer certainement dans les plans d'ajustement structurel de la France. Ce sera les passes pour la France. Oui. Et là, la France sera mise sous assistance du Fonds monétaire international. Et là, ce sera le début, la fin de la colonisation totale de la France par les États-Unis. Et là, ils vont un peu vivre ce que les Africains ont vécu. Ils vont voir ce qu'on appelle un système impérialiste. Ces gouvernants français qui ont longtemps joué avec l'impérialisme vont certainement savourer les plaisirs d'être sous la botte de quelqu'un. Ils vont voir ce que c'est que d'être pillé par un pays étranger. Mais là, ce sera un allié qui s'aime bien. Les États-Unis veulent ressembler tous aux États-Unis. Nous, on est en train de changer. On quitte de leur monde là. On va ailleurs. Et plus on s'en éloigne, plus ils ressentent la dépendance vis-à-vis de nous. La France commence à ressentir sa dépendance vis-à-vis de l'Afrique. La France commence à voir cette dépendance très clairement. Mais elle en était consciente depuis des années, Jonathan Batengui. La France politique. La France politique, dans le consensus politique au sommet, oui. Ouais. Mais la France d'en bas, celle-là qui
certainement été aveuglés par la pseudo-prospérité, celle-là qui bénéficiait inconsciemment ou consciemment, parce que certains étaient conscients de ce qui se passait, surtout ceux qui ont travaillé dans la coopération avec l'Afrique, ils étaient conscients, mais ceux-là qui pensaient que la France était un pays riche vont prendre à plein le visage la réalité dans les prochains jours, car la dépendance entre la France et entre la France, de la France vis-à-vis de l'Afrique, elle est importante. On va voir dans les années à venir ce que ça coûte. Et actuellement à Paris, il y a des grincements de dents au ministère des Finances, au Quai d'Orsay, à l'Élysée. C'est les dents qui grincent. Les gens sont assis sur leurs chaises, ils serrent les fesses, ils se serrent les bras, ils se serrent les coudes. On dirait qu'il y a un hiver profond qui est en train de s'installer. Mais en fait, c'est parce que ils ont peur de la nouvelle monnaie que risque de battre l'AES dans les prochains jours. Et ils savent que les objectifs, la pression des peuples de l'AES, la pression panafricaniste, veut que cette nouvelle monnaie paraisse avant le 1er janvier 2024 et au plus tard le 1er janvier 2024. Donc la France aussi est dans leur course contre la montre et se dit il faut envoyer les derniers larbins qui nous servent encore, qui nous sont utiles. C'est pourquoi ils ont réuni les Karim Keïta. Ils ont réuni Ouattara et tout le reste, les conseillers de Bazoum. Ils ont réuni tous ces gens en disant si vous ne faites pas des efforts, nous risquons de tomber. Et si nous tombons, vous n'aurez plus les positions de privilège que vous aviez hier. Vous savez que vous êtes les enfants de la France, mais nous disons aussi à ceux-là, Ouattara, Macky Sall et tout le reste, que les enfants de la France sont souvent très bien récompensés. Allez voir ce qu'est devenu la fortune de M. Mobutu. Allez voir ce que devient la fortune du digne serviteur Omar Bongo Ondimba. Allez voir ce que deviennent les enfants Bongo en France. On vient de leur arracher un hôtel. Allez voir ce que sont les biens de la famille Obiangema. La France récompense bien ses fils, ses dignes fils. Donc, vous serez un jour, vous aussi, très bien récompensés quand il faudra faire patte blanche pour améliorer ses relations avec ceux qu'ils appellent aujourd'hui les jeunes. Avec ceux qu'ils appellent aujourd'hui les jeunes. Didier Ndengue, quelle est votre lecture de cette alliance aujourd'hui qui fait peur, notamment sur le plan monétaire, puisque quand on envoie quand même le représentant de la BCEAO aller voir des gens infréquentables, je mets ça entre guillemets, des gens qui sont sur le coup de sanction, et qu'est-ce que cela vous inspire? Bon, c'est très simple. Quand vous êtes un citoyen normal, vous vous rendez compte qu'en face, il y a une force. L'Alliance des États du Sahel représente une véritable force. Et cette alliance n'a pas besoin de la CEDEAO, de la BCEAO pour pouvoir poursuivre ces chantiers. Et avec l'accord qui a été signé, cet accord aborde plusieurs aspects sécuritaires, de développement, et les dirigeants des trois pays se sont rendus compte que côté sécuritaire, on peut bien se battre et restaurer la souveraineté de nos espaces. Oui. Et c'est ce qui est en train de se faire. Et vous voyez comment les cris du mollet des pays qui ont toujours financé le terrorisme du côté du Sahel. Et vous avez maintenant un autre aspect, l'aspect économique. Les dirigeants ont estimé qu'il fallait passer à la vitesse supérieure. Oui. Il fallait avoir sa propre monnaie, avoir une réelle politique monétaire. Et c'est ce que les Africains dignes appellent de tous les vœux. Maintenant, je fais un parallèle direct avec notre pays, le Cameroun. Oui. Il y a un projet de loi qui est passé cette semaine au Sénat, qui porte sur la création du Fonds monétaire africain. Oui. Vous savez que c'est un vieux dossier qui tenait vraiment à cœur. On l'a ressuscité, c'est ça? Oui, de toutes les façons, ce projet a été, je pense, c'est peut-être déjà validé par les sénateurs camerounais. Oui. La création du Fonds monétaire africain. Ce dossier était sur la table de la Chambre haute du Parlement camerounais. Oui, parce que c'était l'un des points qui rapprochait beaucoup plus le président Paul Biya à feu Muammar Kadhafi. Effectivement. Oui. Et vous avez également, dans la même lancée, le projet de loi portant au code minier qui organise le secteur. Au même moment. Au même moment. D'accord. Et au même moment. Joe,
On va l'écouter bien, parce que quelque chose se prépare, justement, Tout quand à on fait. écoute, quelque chose se prépare. Et donc, Alors, deux projets de loi, je reviens rapidement. Ouais. Deux projets de loi. L'un portant sur la création du Fonds monétaire africain. Effectivement. Et l'autre consacré au code minier. Ok. Effectivement. Et vous avez, concernant le code minier, le ministre, par intérim des mines du Cameroun, a accordé une interview à la chaîne nationale. Il a dit que c'était quelque chose d'incroyable qui va permettre à la Sonamine, la Société nationale des mines du Cameroun, qui a été créée, je pense, en 2021 par le chef de l'État. Ça va permettre à la Sonamine d'entrer véritablement en scène. Au même instant, vous avez le renouvellement de l'accord de défense avec la Russie. Cet accord qui a été défendu par le ministre délégué Joseph à la défense, Joseph Betty-Assomon, c'était toujours cette semaine. Donc je pense qu'à un certain moment, il faut rester très attentif. Vous avez une évolution remarquable du côté du Sahel, où vous avez des dirigeants qui sont en train d'inaugurer les structures qui vont permettre de transformer les mines localement. Vous avez du côté du Cameroun, c'est vrai qu'on a quelques traîtres au niveau de la sous-région Afrique centrale. Et vous vous rappelez du dernier sommet des chefs d'État de la CEMAC. Il y avait une information qui circulait de la monnaie. CFA, et il y a eu des fuites. Il y a eu la fuite a fait en sorte que cela soit d'abord... On sait aujourd'hui que la fuite, c'était le Gabon. C'était le Gabon. Donc, on a eu cette fuite-là. On s'est dit, le chef d'État, Paul Biya, depuis 2000, avant le décès, avant l'assassinat du président Idriss Déby, j'avais assisté au sommet des chefs d'État à Yaoundé. Et la question du franc CFA revenait. Nous avons vu un président comme Obiang Nguema. Le président Obiang Nguema est venu le jour du sommet parce que lui, il voulait en découdre. Mais comme vous savez, vous connaissez le chef d'État Paul Biya, c'est un stratège. Il part tout doucement. On a confié le dossier à la CEMAC, à la commission de la CEMAC et à la banque centrale, entre guillemets, la BEAC. Maintenant, les fruits de leur réflexion se sont retrouvés dans les médias français quelques jours avant le sommet des chefs d'État du côté de Yaoundé. Donc, quand vous regardez les choses, ça bouge du côté de l'Afrique centrale, ça bouge avec quelques traîtres. Même en Afrique de l'Ouest, vous regardez, il y a également des traîtres. Et vous avez une alliance qui est en train de reconstituer en quelque sorte l'empire du Mali, en quelque sorte. Et vous avez quand même des communicants de l'Élysée, des personnes qui se font passer pour des panafricanistes, qui essayent de nous éloigner de l'idéal. Donc, vous avez tout cela, il faudrait que... J'aime bien cette expression. Ils se font passer pour des panafricanistes. Non, ils se font. On le sait, le mouvement a été infiltré. Et même dernièrement, à Yaoundé, le président Macron, quand il était là, il a ouvertement critiquer les positions des panafricanistes. Il dit, bon, je ne peux pas les appeler des journalistes, voilà, parce que il y a quand même quelque chose qui ne se peut pas, et il faut rester très vigilant. Il ne faut pas se laisser noyer par des discours qui réellement ne nous aident pas, mais aident plutôt. Très important, Didier. On aime bien entendre ça. Jonathan, je vous vois encore sourire, ça dit qu'il y a d'autres infos. Tout à fait. Il y a quelque chose, ce que Didier dit, il y a quelque chose qui se prépare, Et à ce niveau, nous pensons que le Centrafrique est également lié à tout ce qui se prépare. Par exemple, la banque d'investissement qui est en train de naître, c'est une banque d'investissement qui, cette banque d'investissement sera portée par l'AES, mais nous sommes certainement sur une information qui confirme l'intérêt du Centrafrique à adhérer à la création de cette banque d'investissement. Parce que le Centrafrique, c'est également une terre de mine, et le secteur minier centrafricain, qui est un secteur à fort potentiel, a besoin de fonds actuellement. Donc, le Centrafrique certainement sera lié à ce projet de banque d'investissement. Et il y a beaucoup de choses, nous sommes tous tenus par un devoir de réserve, il y a beaucoup de choses qui se préparent actuellement. Nous pouvons juste dire aux Africains que l'AES, c'est l'embryon de quelque chose qui va embraser certainement toute l'Afrique, qui va très vite regagner la zone de la forêt. Comprenez-vous quand même la célérité avec laquelle l'AES a envie d'y aller?
C'est le mouvement, quoi. Je veux dire, l'organisation L'État pour Gourma, elle a été créée officiellement le 16 septembre, tout simplement. Et aujourd'hui, ils veulent aller très vite. Il y a ce projet de création d'une compagnie aérienne. Il faut l'intégration monétaire, l'intégration économique, la création des institutions, des structures sous-régionales qui permettront, n'est-ce pas, de faciliter les transactions entre tous ces États. Ça va vite, ou même trop vite. Il n'y a rien qui va vite. Oui. Tout va au rythme du panafricanisme. Oui. Bachir, il y a quelques années, quand des gens se regardaient notre combat, ils se disaient, Bachir, là, c'est les petits, là, les fréluquets, là. Ils ont faim. Voilà, et ils cherchent à se positionner. Voilà, ils cherchent à se positionner. Ouais. C'est eux qui vont faire les changements. Regardez 2021 à 2023, ce qui s'est fait au Mali, Oui. au Burkina, au Niger. Regardez la montée en puissance des armées. C'est à la vitesse du panafricanisme d'aujourd'hui. C'est ça la vitesse du panafricanisme. Nous sommes dans un temps où le panafricanisme prend une ampleur inédite. Le combat se décuple à la seconde. Donc, pour beaucoup, ils disent que ça va vite. Du 16 septembre au 30 novembre, Ouais. on est déjà avec des idées de... Mais non, ce n'est encore rien, Bachir. Ce que vous voyez là, Macky Sall et ses salissures, Ouattara et son larbinisme, elle Mbalo, dans quelques années, ce sera balayé. La Côte d'Ivoire ne va plus vivre ça. La traîtrise de quelques leaders qui, malheureusement, ont été hier dans l'équipe que nous admirions, mais qui, pour des raisons peut-être politiques, peut-être de positionnement, hein, comme disent souvent eux-mêmes leurs critiques de la France-Afrique, les Mbembe, ils appellent ça la politique du ventre. Oui. Peut-être pour la politique de ventre, se retrouvent aujourd'hui dans un copinage avec Ouattara. Ceux-là aussi, ils verront leur époque balayée. Parce que du côté du Mali, on ne savait pas qu'un Assimi Goïta allait naître. Les leaders qui vont prendre la Côte d'Ivoire, il faut que les Ivoiriens le sachent aussi, hein. Les leaders qui vont prendre la Côte d'Ivoire ne sont pas forcément les leaders connus. Les nouveaux leaders panafricanistes de la Côte d'Ivoire sont là en Côte d'Ivoire. Et certainement, certains sont même dans les armées, dans l'armée de Côte d'Ivoire. Quand ils vont prendre le pouvoir, ça sera une autre classe politique. Mais ce changement qui se propage, ça se passe à une vitesse vertigineuse. Regardez ce qui se passe au Cameroun. Qui aurait parié que le PDG de l'Alliance Gavi serait aujourd'hui au Cameroun? Oui. Et quand nous faisions l'émission lundi, Oui. mardi plutôt. Mardi. Mais cette émission, on a été carrément saboté. On aurait dû la passer vendredi. Oui. Ouais. On l'a finalement eu mardi. Et de mardi à aujourd'hui, ils sont là pour se défendre. Qui aurait cru qu'on aurait touché si haut? C'est ça la vitesse du panafricanisme. Ça va très vite. C'est un vent, comme le président Badakani dit souvent, c'est un vent qu'on ne peut pas arrêter. C'est un vent, et comme le vent va très vite, c'est aussi comme ça que se propage le panafricanisme. Dans quelques jours, le CFA sera une histoire ancienne pour les Africains. 2024, les Africains, beaucoup d'Africains vont rompre avec le franc CFA. La France peut commencer à faire ses dernières prières. C'est une prophétie ou alors... C'est une réalité qui se dessine. On n'a pas besoin d'être prophète pour le voir. Oui. Mais si on veut prendre ça comme une prophétie, ce sera aussi à notre crédit. Oui. Mais là, c'est une réalité qui se dessine. Et nous encourageons les dirigeants français à se convertir à l'islam pour dire leur sainte prière du jour, Oui. pour la fin de leur hégémonie en Afrique. Alors, dans 2-3 minutes, on va aller prendre le journal. En attendant, on a encore du temps, un cher panéliste, notre ami Issa Diawara qui s'excuse. Hein, il s'excuse vraiment, il a eu une urgence, je préfère le dire ainsi. Alors, Didier Dengue, comprenez-vous quand même l'attitude de la BCEAO qui, bien que reconnaissant les pays comme le Burkina, le Mali et le Niger comme étant des pays... infréquentable, voilà, merci de me passer le mot. Ils reconnaissent quand même face au président Traoré lors de cette visite, et je vais citer, nous avons indiqué qu'au plan économique, la croissance reste solide
et nous devrons finir l'année avec une croissance au-dessus de 5% et les perspectives pour 2024 sont encore meilleures. Ça, c'est ce que soutenait d'ailleurs Jean-Claude Cassibrou. Et plus loin, il parle donc du Burkina lui-même. Il dit au niveau du Burkina Faso, nous avons noté que la croissance économique, l'inflation et les agrégats sont bien orientés. Fin de citation. Alors, comment est-ce qu'on peut tenir un tel discours alors que on a milité pour sanctionner ces pays? Même si sur le langage, c'est généralement les éléments de langage que les ambassadeurs de la France utilisent, que ce soit en Afrique centrale ou alors en Afrique de l'Ouest. Donc, toute l'Afrique francophone, ils ont peur. Ils ont peur de perdre ces pays-là. Vous avez vu par exemple du côté du Centrafrique, quand le président Faustin Archange Touadéra parlait du Sango Coin, il a fait une très brillante présentation de ce projet-là, parce qu'on avait gelé les fonds, on était en train d'asphyxier le Centrafrique. Et vous avez vu comment le Fonds monétaire international, la Banque mondiale et même la BEAC, vous avez vu cette mobilisation contre le Centrafrique. Donc c'est la même chose qui se passe, parce qu'ils ont vu, ils pensent que la BCAO pense que, ou alors ces vrais patrons qui sont du côté de l'Élysée, pensent que les dirigeants ouest-africains, les nouveaux dirigeants, sont en train de rigoler. Donc ils viennent avec un discours pour dire non, vous ne devez pas, il faut peut-être retarder l'échéance. Ils oublient qu'en Afrique de l'Ouest, il y avait un vrai projet de monnaie unique qu'on appelait ECO, que Ouattara a détourné ils ont saboté avec le président Emmanuel Macron. Maintenant, vous avez des dirigeants lucides qui savent où ils vont, qui ont défini leur trajectoire, ils ont signé des accords. Ils vous ont dit, mais si vous nous mettez en minorité, si vous prenez des sanctions contre nous, voilà ce que nous allons faire et nous le ferons. Parce que le Mali n'a aucun intérêt à rester dans le franc CFA. La même chose pour le Niger et même pour le Burkina Faso. Quand on gèle vos fonds, quand on veut vous asphyxier et qu'on vient tenir des discours du genre non, il faudrait être clément, tout ça. Quand ils prenaient des sanctions contre ces pays, ils ne tenaient pas compte de leur population. Donc j'encourage les chefs d'État, les ministres des Finances et tous ceux qui sont concernés par la nouvelle politique monétaire du côté du Sahel à pousser le bouchon très loin, parce que ceux qui sont en face ne sont pas là pour rigoler. Très bien, merci à Didier Ndengue. Et alors, je voudrais juste passer un message en direct. MacArthur, vous qui nous suivez donc sur notre live, je vous prie de laisser les coordonnées au numéro qui va s'afficher au bas de l'écran, le numéro de Pan-African Media. Laissez vos coordonnées de ce côté-là, et bien votre demande sera très bien accueillie de ce côté. Alors, il y a un message qu'il a laissé et on va essayer de voir ça avec MacArthur. Voilà. Vous avez donné quel nom? Oloyen. Oloyen, d'accord. Le marabout? Ouais. Alors, il est 9h dans ce studio. Alors qu'il dit qu'il est béninois. Voilà. Il y a un internaute qui dit, mais il y a tellement de pauvres au Bénin, il peut les enlever de cette communauté. Alors, 9h, donc dans ce studio, 8h en temps universel, c'est l'heure du journal. On y va et on revient juste après. Le feu s'invite à cette campagne électorale des présidentielles en République démocratique du Congo. Loin d'éclairer ou de réchauffer les candidats ou leurs nombreux sympathisants, les flammes brûlent à la Commission électorale nationale indépendante. Dans la nuit du 29 au 30 novembre 2023, un incendie a été déclenché dans le bureau de la CENI, l'organe chargé de l'organisation des élections dans la localité de Bolobo, dans la province de Mai-Ndombe. Pour l'heure, les raisons de cet incendie ne sont pas encore connues. Notons que ce drame intervient à quelques jours avant la présidentielle du 20
décembre 2023. C'est donc un coup de massue et qui s'abat sur la CENI, tant les coûts logistiques de cette élection avaient déjà été revus à la hausse en début d'année et l'absence de vote dans cette localité pourrait contribuer à la discréditer. Et quand on se rappelle des critiques, la décrivant comme un organisme douteux et remettant en cause la compétence de cet organe quant à la tenue du scrutin prochain. Des propos qui rejoignent les déclarations du cardinal Fridolin Ambongo le 26 novembre dernier, citant la CENI comme ne pouvant pas fournir des preuves que les élections auront bel et bien lieu le 20 décembre 2023. Et que, même si c'est le cas, l'organe électoral n'offre aucune certitude qu'elles vont se dérouler dans les meilleures conditions de transparence. Au regard de tous ces événements, le boycott de la tenue de ce scrutin serait en phase de consommation dans cette localité. Il faut rappeler que c'est le deuxième incendie dont est victime la CENI cette année. Le premier s'est produit dans l'entrepôt de la CENI en date du 28 au 29 juillet 2023, enregistrant ainsi des dégâts matériels. La CENI avait alors dénombré à la perte de 963 des 1292 machines à voter calcinées par les flammes ainsi que des groupes électrogènes et des motos. Les autorités compétentes s'activent pour stabiliser la situation et rétablir le processus constitutionnel. Une attaque bien commanditée par les ennemis de la paix et de la souveraineté du Burkina Faso. Les dessous de l'attaque terroriste à Djibo III mettent en lumière un complot bien orchestré. 3 protagonistes sont au banc des accusés, à l'instar de Paris, Abidjan et Dakar. Selon des sources sécuritaires, cette attaque avait pour cible principale le capitaine Ibrahim Traoré, président de la transition burkinabé. En date du 4 novembre dernier, aux environs de 9 heures, une rencontre d'une importance capitale avait eu lieu au palais de l'Élysée. À cette rencontre, il y avait un général sénégalais représentant de Macky Sall, Alassane Dramane Ouattara, Mustapha Ould Chafi, un chef dans le réseau des chefs terroristes engagés dans toute la bande sahélienne, ainsi que le premier chef de la DGESE. Avait également pris part à cet entretien un ancien général burkinabé actuellement en cavale, ainsi que Karim Keïta, fils de l'ancien président du Mali, Ibeka, et 2 anciens conseillers de Bazoum, sans oublier le maître commanditeur Emmanuel Macron. Au cœur des pourparlers de cette rencontre avait été dessinée et arrêtée la conclusion selon laquelle le capitaine Ibrahim Traoré, chef de l'État du pays des hommes intègres, devait passer à trépas. Un assassinat bien organisé devant se concrétiser par tous les moyens. Un ultimatum avait même été donné stipulant que le 1er janvier 2024 ne doit pas le trouver vivant. Dans leur plan machiavélique, ils avaient mis en place un drone de combat dans un pays voisin. L'objectif visé était de prendre le contrôle de la ville de Djibo III. Malgré les moyens mis en œuvre pour masquer les atrocités de ces rebelles, la vérité reste et demeure que l'attaque terroriste à Djibo était un très vaste complot très bien organisé pour emporter le cadavre du capitaine Ibrahim Traoré pour toujours, avec une dynamique d'éliminer radicalement la figure réincarnée de Thomas Sankara au Burkina Faso. Le nombre de cadavres tombés est sans importance si cela leur permet d'atteindre leur objectif. Les mauvais actes seront tôt ou tard punis. C'est dans cette allure que le général Haboutarka a été radié des forces armées nigériennes et poursuivi en justice. L'officier général est reproché de haute trahison et plusieurs autres chefs d'accusation pèsent contre lui. L'ancien président de la haute autorité de la consolidation de la paix était bien connu pour ses satires contre les régimes militaires du Niger, du Mali et du Burkina Faso. Il a notamment répété à plusieurs reprises que la prise du pouvoir par les militaires était un aveu d'échec. Après l'échec de l'intervention militaire de la CEDEAO au Niger, il aurait pris la fuite depuis août vers le Nigeria voisin à moto, déguisé en femme enceinte. En dehors du général Tarka qui est radié, plusieurs de ses complices n'ont pas échappé aux sanctions des exclusions.
Il s'agit du colonel Maman Kadena Sedina, le général Ibrahim Vali Karingama, ancien secrétaire général du ministère de la Défense, le colonel Suleiman Haruna Gazobi, ancien aide du camp du président Bazoum. Ces officiers ne pourront plus bénéficier des différents avantages liés à leur rang. Dans le domaine de la mode, les pays membres des BRICS ont désormais une plateforme d'échange culturel approfondie. Elle se tient en ce moment même à Moscou, la capitale russe, le premier Fashion Summit dédié essentiellement à la mode. Le sommet va durer 4 jours d'affilée. Plus de 60 délégations venues de l'Asie, du Sud-Est, de l'Amérique latine, de l'Afrique, du Moyen-Orient et de la CEI participent à ce premier Summit Fashion. Les pays membres de la dite plateforme vont échanger sur des sujets à caractère culturel, notamment dans le domaine de la mode. Dans ce grand rendez-vous culturel, l'Afrique, vaste marché émergent dans le domaine de la mode, a bien des créations intéressantes lui permettant de rivaliser avec les autres pays membres. Le sommet, qui a débuté le 28 novembre dernier, s'achèvera le 2 décembre prochain, est meublé de plusieurs activités, notamment des tables rondes qui vont permettre des échanges fructueux entre les pays membres et chacun fera valoir ses valeurs culturelles. Une vision multilatéralisme inclusive apportera un changement rafraîchissant dans le récit mondial de la mode. Au cours des débats, il sera question de redéfinir la mode mondiale, mais également mettre en exergue la valeur locale et la montée en puissance des marques autochtones et reflétant les différentes identités de l'Afrique. Par ailleurs, 130 marques de 25 pays membres du continent africain feront valoir leurs marques lors de la deuxième articulation de cet événement, les défilés de mode. Le Fashion Summit des BRICS Plus est une initiative révolutionnaire menée par la Russie, établissant une nouvelle norme en matière de diversité et d'inclusion sur la scène mondiale. L'Assemblée générale de l'ONU a tenu une réunion mardi 28 novembre à son siège à New York dans le cadre de son examen de la question sur la Palestine. Le second point à l'ordre du jour, centré sur la situation au Moyen-Orient, a donné lieu à l'adoption d'un projet de résolution sur le Golan syrien et qui exige le retrait d'Israël de ce territoire qu'il occupe depuis 1967. Le document a été adopté par vote en faveur de 91 pays membres sur 8 ayant voté contre, dont l'Australie, le Canada, Israël, îles Marshall, les États fédérés de Micronésie, Palaos, le Royaume-Uni et les États-Unis, tandis que 62 nations se sont abstenues. Ce document exprime sa profonde préoccupation devant le fait qu'Israël ne se soit pas retiré du Golan syrien et réaffirme l'illégalité de la construction de colonies de peuplement dans la région. Il précise également que cette occupation et son annexion de fait constituent un obstacle à la réalisation d'une paix juste, globale et durable dans la région. Rappelons que le plateau du Golan syrien appartenait à la Syrie depuis 1944, mais a été occupé par Israël lors de la dénommée guerre des 6 jours en 1967, qui a incorporé ce territoire dans son système juridique en 1981. Décision qui a bien évidemment été rejetée par la communauté internationale. Mais la précédente administration états-unienne a reconnu en 2018 la souveraineté israélienne sur cette région en violation claire et flagrante des résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU. Voilà donc, c'était les informations sur Pan African Media, ce matin comme tous les autres d'ailleurs.
Info très très riche, hein? L'actualité était bien fournie. Merci à la direction de l'information pour ce travail bien fait. Eh bien, messieurs, nous sommes à l'avant-dernière ligne droite de l'émission. Et Dio, je voudrais... Oui, je crois que c'est vous qui aviez la parole tout à l'heure, avant la pause. C'est moi qui avais la parole. D'accord. Je vous la remets. Ok, donc pour revenir, aujourd'hui, la BCEAO, Oui. ils savent, les mondialistes, ils savent que désormais le franc CFA est en train de mourir. Donc tout ce qu'ils font, c'est pour leur propre survie. C'est pourquoi ils utilisent les larmes. Ouattara qui travaille dans ce projet, Macky Sall qui travaille dans ce projet, nous disions, il faut que les peuples du Sénégal, de Côte d'Ivoire, commencent déjà à envisager l'après l'arbinisme. Oui. Parce que le larbinisme, c'est le dernier mandat de l'arbin dans ces pays-là. C'est peut-être pas agréable à suivre pour Ouattara et Macky Sall, mais ils doivent le savoir. C'est leur dernier mandat de l'arbinisme. Il n'y aura plus de larbin, plus jamais de larbin sur ces territoires. L'Afrique en pleine panafricanisation. Et la Côte d'Ivoire, le Sénégal, c'est nos prochaines destinations. Nous attendons d'avoir des panafricanistes à la tête de ces pays. Pour ceux qui s'inquiètent encore, nous sommes en train de prendre le contrôle du Cameroun. Il faut ce qui se fait. Le PDG de Gavi est venu s'expliquer. Il ne doit pas douter. Hein. Ça va se faire davantage. On va monter en puissance. Les larbins qui sont à Yaoundé, on va les traquer. Quand je dis traquer, ce n'est pas qu'on va organiser une chasse à l'homme nu des longs couteaux. Non. On va continuer de dénoncer leur influence dans la marche des choses au Cameroun. On va les mettre en minorité et le panafricanisme, c'est comme ça qu'on va gagner. Tous les pays encore qui sont dans notre viseur, soyez rassurés, ils vont basculer dans la courbe panafricaniste. La vitesse, Bachir, c'est la vitesse du panafricanisme. Parce qu'on ne va pas se comparer à la lumière, l'éclair et qu'on sort. Le panafricanisme, c'est une idéologie qui prend des nations. Et le temps des nations n'est jamais le temps des objets. Le temps des nations, c'est un temps long. Donc le panafricanisme s'inscrit dans la durée. Parfois, les événements prennent une vitesse assez rapide. Parfois, ça ralentit. Mais ça, c'est le temps du panafricanisme, comme nous le disons, et ce temps-là. D'ailleurs, il a fallu quand même 2 siècles pour que nous atteignions, si vous voulez, la vitesse de croisière depuis les 1800 avec les Marcus Garvey et autres. Donc, encore que Bachir, vous parlez déjà de vitesse de croisière. Les grands moments, nous sommes encore dans le basculement politique. Très bien. Mais la grande surprise, c'est lorsque nous allons sortir la carte, la sortie du capitalisme. Parce que c'est de l'Afrique que ça va venir. La sortie du capitalisme, c'est l'objectif. La fin de l'hégémonie occidentale sera la sortie du capitalisme et du néolibéralisme occidental. Dès qu'on est sorti de là, l'humanité est libérée des chaînes de l'impérialisme et l'humanité devra regarder vers un nouvel horizon, l'horizon africain, le nouvel horizon africain. L'Égypte avait bâti le grand horizon mondial par la fondation science, culture et tout ce qu'on a appelé la civilisation. L'Afrique va sonner la renaissance de l'humanité. Et cette renaissance, nous sommes encore en train de la façonner. En train de la façonner, alors quelqu'un vous répond, hein, c'est bon samaritain, il dit que Macky Sall a déjà trouvé un autre boulot, a dit donné par Emmanuel Macron. Oui, c'est pas faux. C'est pas faux. Un homme qui attrape le Titanic en train de comprendre qu'il y a un problème chez lui. Didier Ndengui, alors, quelles seraient justement, ou quelles pourraient être les conséquences d'une sortie de ces 3 pays de l'AES du franc CFA pour la CEDEAO, pour la zone UEMOA surtout, puisque c'est eux qui utilisent. Je pense que les conséquences vont se faire ressentir beaucoup plus du côté de l'Élysée, du côté de la Banque de France. Parce que si ces 3 pays-là sortent du système franc CFA, ça va diminuer la production de billets par la France. Et ça aura forcément un impact sur l'économie française et peut-être même sur l'économie des pays, des autres pays qui soutiennent la politique française du côté de l'Afrique de l'Ouest. Et il y a aussi le fait que si les autorités françaises étaient très intelligentes, si elles prenaient très au sérieux l'avenir de la France et de plusieurs États européens, ils auraient écouté les différents gouvernements, ou alors pour parler principalement de Macron, Macron aurait dû écouter les gilets jaunes.
Parce que les Gilets jaunes ont des points, ils ont une charte qui permet de redéfinir la politique française, que ce soit la politique internationale, la politique intérieure, la politique étrangère et même les relations de la France avec les autres pays. Donc, la charte des Gilets jaunes, pour moi, c'est une bible que Emmanuel Macron devrait utiliser avec tous ses dirigeants. Les Gilets jaunes sont très sérieux quand ils demandent aux autorités françaises de lâcher, par exemple, le franc CFA. Oui. De bannir le franc CFA. Ça, c'est dans les Gilets jaunes. Les Gilets jaunes sont des Français. Oui. Ils demandent, par exemple, à la France de sortir de l'Alliance Atlantique, de l'OTAN. Ils demandent à la France de cesser de piller les pays africains, de fermer les bases militaires françaises en Afrique et partout dans le monde. Donc, si les autorités françaises étaient vraiment lucides, elles seraient en train d'éplucher les revendications, la charte des Gilets jaunes. J'ai parcouru cette charte, elle est très intéressante pour la renaissance de l'Afrique, de la France. De la France. En tout cas, merci Didier. Eh bien, nous arrivons donc au dernier escale de notre émission. C'est donc l'heure du sport. Vrai, je reçois quelques messages des personnes qui me disent qu'ils n'arrivent pas à nous appeler. C'est pas grave, on verra tout ça, rassurez-vous. Si vous n'arrivez pas à appeler aujourd'hui, vous appellerez demain et vous êtes libre de revenir, même sur les sujets déjà traités, puisque ça reste d'actualité. La transition qui nous permet d'accueillir Fabiola ce matin. Voilà, ce petit bruit. Ah, oui, notre ami Zerfel. Bonjour Zerfel, je vois votre message. Oui, nous également, on l'a remarqué, Zerfel qui nous fait savoir qu'il y a trop de coupures pendant l'émission. Oui, c'est des coupures liées à ces personnes qui essayent de saboter l'émission, mais bon, ça se fait, voilà. Donc, je préfère le dire ainsi. Voilà, il regarde, Zerfel qui nous regarde depuis l'Allemagne, nous le saluons d'ailleurs. Oui, et les saboteurs aussi nous suivent. Dio, c'est l'heure du sport, ok? Vous me laissez accueillir notre chère Fabiola. Fabiola, bonjour. Bonjour Bachir et bonjour chers panélistes. Bonjour également à nos chers téléspectateurs. Fabiola, c'est la dernière édition de la semaine, oui. Et une semaine qui a été d'ailleurs très très chargée, on sait. Et aujourd'hui, on a des grandes affiches telles que le remake de la finale de la CAN 2000. C'est en football, c'est ça? Oui. Le Cameroun de Samuel Eto'o donc face au Nigeria. Alors, il y a également les éliminatoires CAN féminine 2024 au menu. Toujours football avec la FIFA qui valide la règle de l'exclusion temporaire de 10 minutes. Waouh, c'est nouveau. Et puis le mondial beach soccer, là aussi. Bref, aujourd'hui, on ne parle que football. Commençons donc par le remake de la finale, CAN 2000. Alors, qu'est-ce que vous nous dites? Bachir, un remake du match Cameroun-Nigeria en 2000. Les Lions du Cameroun et Super Eagles du Nigeria des années 2000 se sont affrontés dans un match amical le jeudi 30 novembre en souvenir de la finale de cette CAN 2000. Le match amical et d'exhibition s'est joué à Limbé et a permis des retrouvailles entre anciens adversaires lors de cette Coupe d'Afrique des Nations 2000 qui avait vu les Lions indomptables s'imposer au tir au but 4-3 devant les Super Eagles après un match nul de 2 buts à 2. Le jeudi donc, il y a 23 ans, les Lions indomptables se sont à nouveau imposés, cette fois-ci bien nettement. Le Cameroun a gagné la rencontre amicale 3 buts à 1. Et les réalisations camerounaises ont été l'œuvre de Samuel Eto'o, Bernard Tchoutan, voilà, Bernard Tchoutan. Bernard Tchoutan, oui, Bachir et Robert Diptambe. Voilà. La Coupe d'Afrique des Nations de football 2000, rappelons, a eu lieu conjointement aussi au Ghana et au Nigeria du 22 janvier au 13 février en 2020. Voilà, donc, eh bien, le Cameroun s'est imposé, 3 buts à 1, et puis,
C'est tout à la joie des Camerounais, même si ce n'était qu'un match d'exhibition, mais ça fait plaisir de savoir qu'on a gagné. Ben, la victoire, elle est bonne à tout moment. Éliminatoire CAN féminine 2024, les étalons dames n'ont pas tremblé devant l'Afrique du Sud et ont fait un match nul. Bien évidemment, Bachir, le Burkina Faso et l'Afrique du Sud se sont neutralisés sous un score d'1-1 le 30 novembre 2023 au stade Charles Kombani de Yamoussoukro en Côte d'Ivoire. Un match comptant pour le deuxième tour aller des éliminatoires de la CAN féminine Maroc 2024. Les filles du coach Pascal Sawadogo ont réussi à titiller les champions d'Afrique en titre. Le score a été ouvert par les Banyana à la 56e minute par Nicole Larenne Michel grâce à une balle mal envoyée par la défense burkinabé. Mais très vite, l'équipe burkinabé va se ressaisir et égaliser à la 68e minute grâce à Oriata Konaté et ce score restera inchangé jusqu'au coup du sifflet final. Eh bien, bravo donc à ces étalons qui ont pu tenir la tête à l'Afrique du Sud. Football, toujours. La FIFA qui valide la règle de l'exclusion temporaire de 10 minutes. Oui, Bachir, bien évidemment. En plus du carton jaune, du carton rouge, l'IFAB, le membre de la FIFA, a décidé d'introduire une nouvelle règle, celle de l'exclusion temporaire de 10 minutes, comme il est possible de le voir dans d'autres sports comme le handball. Selon l'instance, d'autres situations pourraient être prises en compte dans l'exclusion temporaire, comme par exemple les simulations. Et l'instance rappelle aussi que les exclusions temporaires s'appliquent à tous les joueurs, y compris les gardiens de but, mais pas pour les fautes passives d'avertissement commises par un remplaçant ou par un joueur remplacé. Eh bien, on va aussi creuser cela, hein, le département sport de Pan-African Media. Vous allez encore un peu fouiller pour que nous ayons beaucoup d'informations. Je compte d'ailleurs sur vous et sur Hervé Sanjo là-dessus. Eh bien, dernière escale, Mondial Beach Soccer 2024. C'est le Sénégal qui a enfin trouver son sparring partner. Oui, Bachir, à l'approche de la Coupe du Monde de beach soccer, oui, l'équipe nationale du Sénégal souhaitait disputer des matchs amicaux pour mettre en pratique ses mois de stage. Ça y est, il a finalement trouvé un sparring partner. Donc pour sa participation, il s'agit de l'Iran. Les champions d'Afrique iront donc avec l'Iran le 15 Les champions d'Afrique iront donc en Iran pour les matchs amicaux le 15 janvier prochain. Question de préparer son équipe à la confrontation prochaine des pays de sa poule C, donc la Biélorussie, le Japon et la Colombie. Rappelons que le mondial de beach soccer se déroulera du 15 au 25 février 2024 aux Émirats Arabes Unis. Voilà, c'était donc les infos sportives de ce matin. Merci à vous, Fabiola. Et certainement, on se retrouvera dans les couloirs de la rédaction. Et cette fois-là, pour le côté politique, parce qu'il faut bien le dire, vous êtes très polyglotte. Non, c'est pas ce qu'on dit. Quelqu'un qui peut faire plusieurs disciplines, je sais pas. Pluridisciplinaire. Polyvalent. C'est le mot que je cherchais. Voilà, c'est donc ça. Vous êtes polyvalente et c'est tout à l'honneur de Pan-African Media. Et on aime bien le rappeler. Nous sommes une entreprise qui formons aussi des jeunes dans notre métier qui est le journalisme. Donc, tous les stagiaires qui viennent ici, on les forme, on retient ce qu'on peut retenir et les autres, on leur montre le chemin, tout simplement, vers l'exercice de leur profession. C'est d'ailleurs aussi le cas de notre cher Didier Ndengue. Didier, au niveau de la plume de l'herbe, quand même, c'est ce qui se fait. J'ai vu beaucoup de stagiaires chez vous. Vous les formez, surtout dans l'écriture. Oui, dans l'écriture, et je pense que Fabiola reconnaît quand même l'une de ses camarades qui travaille à la plume de l'herbe, à la personne de Fadira Etondé. Et vous avez aussi plusieurs personnes, plusieurs étudiants qui passent par la plume de l'aigle depuis le lancement en 2018. Et la grâce que la plume de l'aigle a, c'est qu'il
nous connaissons certains enseignants dans les universités qui nous envoient des stagiaires. Donc, quand un enseignant voit qu'il a un stagiaire, qu'il a un étudiant ou bien une étudiante éveillée, curieuse, quelqu'un qui peut véritablement écrire, il m'appelle, il me dit, bon Didier, j'ai tel étudiant, est-ce que tu as encore des postes de stage? Il y en a qui sont venus et qui n'ont pas supporté. Il y en a qui sont restés, d'autres sont là, hésitent encore. Donc c'est très important de former parce que actuellement, certains jeunes ne veulent plus se former à l'écriture. À l'écriture, même passer à l'antenne. Ils veulent passer à l'antenne. Parce qu'on a l'impression que c'est plus facile. On a l'impression que c'est très facile. Et moi, dans mes débuts, j'ai subi des frustrations en radio. Il fallait parler avec les silos, tout ça, il fallait bien articuler, tout. C'était très difficile. Et malgré tout ça, tu passais par l'antenne. Il fallait attendre pour s'imposer. Donc, je pense qu'avec un peu de travail, de persévérance, pour parler comme le chef d'État, on y arrivera. C'est notre façon de former la future génération de panafricanistes dans la communication. Merci en tout cas à Fabiola et à toute l'équipe. Et bien sûr, je crois que nous aussi, nous sommes arrivés au terme de cette édition. Joe, il y a un message, c'est beaucoup de personnes qui vous saluent, qui saluent Didier, qui encouragent la plume de l'aigle, qui encouragent Pan-African Media, alors d'autres qui nous disent comme Paul Ulrich Ntep, bonjour Bachir, même s'il sabote, l'éveil de conscience est déjà lancé et on ne va plus s'arrêter. Alors quelqu'un d'autre de dire Faustine Isabelle, c'est Faustine Isabelle Zonon, depuis le début ils n'ont pas arrêté de saboter cette émission, mais nous restons fidèles. Et bien votre fidélité nous honore. Merci. C'est le Mali du début. Voilà, très bien. Merci à Patikoum. Ah oui, Patikoum, toujours avec nous depuis de nombreuses années. Vous le savez, je pourrais vous saluer comme ça jusqu'à 24 heures. Ça ne changera pas quelque chose. Ousmane Tamou, merci à vous. Vos messages, on les voit. Bon Samaritain, notre chère Karine Kwame, qui est toujours présente. L'UNESMA, Julio Sepp, toujours là. Merci à vous tous. Merci à vous tous pour le soutien. Billy Blessing. Ah oui, ça faisait quelques jours que je n'ai pas vu Billy Blessing, mais Billy est bien là. Et le Kinunken, vous êtes très nombreux. De toutes les façons, c'est votre chaîne, vous le savez, et vous savez comment ça fonctionne. Juste une information que je vais vous passer, vous qui nous suivez, on va décaler le début d'émission de 30 minutes encore. Ça permettra que nous commencions l'émission aux heures où vous êtes prêts, c'est ce que nous constatons. Nous allons donc commencer à 7 heures, temps universel. C'est à vous de faire le calcul avec votre région. Merci Jonathan Batengui, merci à Didier Ndengue, Issa Diawara qui devait être avec nous, malheureusement s'est excusé, à lui également on va dire un grand merci. Madame Nyambi Ekwe, toute l'équipe autour de vous, donc Boubakari, Diane Bena, Pierre Tchako, Yannick Songuidjol, Nasser Ladan, tout ceci sous la supervision de la directrice générale Linda Ndedi. On se retrouve donc avec les programmes du week-end et surtout bonne suite des programmes sur nos antennes pour une Afrique souveraine et unie.